j'espère que vous m'entendez bien. Et donc, nous arrivons au deuxième volet, en fait, de ces 4 rencontres qui participent finalement à interroger les évolutions des pratiques de recherche, mais aussi de pédagogie et d'agence depuis les territoires. Alors, pour cette troisième rencontre et cette deuxième partie, nous avons invité Emmanuel Bonneau aujourd'hui et le 17 mai, nous recevrons Bénédicte Grosjean. Donc, au cours des rencontres précédentes avec Pierre Janin et Christophe Aubertin, nous avons mesuré différentes évolutions des pratiques d'agences d'architectes qui s'investissent très particulièrement dans la diversité de nos territoires. Ces architectes revendiquent des engagements qui se concrétisent à la fois dans leur démarche de conception, dans leurs explorations d'écriture architecturale et dans leur posture. L'ensemble se constitue à travers peu à peu chacun de leurs projets. Finalement, nous avons choisi de définir ces évolutions comme des élargissements des compétences des architectes et nous tentons de les qualifier. Peut-être qu'on pourrait déjà proposer que cet élargissement s'appuie sur, d'une part, l'attention renouvelée par l'apport du vivant au projet architectural, mais aussi la reconnaissance des savoir-faire locaux et leur soutien, le besoin d'interdisciplinarité, mais aussi le partage de connaissances. En fait, ce premier bilan des rencontres, finalement, appuie l'hypothèse formulée dans le cadre de notre atelier de projet de master sur cet élargissement des compétences. Mais la deuxième étape de notre réflexion, c'est de savoir finalement quelles sont les conséquences de cet élargissement sur nos pratiques pédagogiques. Et la seconde hypothèse que nous posons, c'est que finalement les écoles participent aussi à explorer ces élargissements de pratiques de maîtrise d'œuvre. Et afin d'être actifs dans cette participation, en fait, on a choisi d'aller investir des territoires avec les étudiants et d'explorer très concrètement la place et les compétences des architectes. Mais cet investissement des territoires, cette confrontation aux réalités, on a choisi de le faire en constituant une équipe pluridisciplinaire, en associant architectes, urbanistes, paysagistes, spécialistes de la construction bois et du développement des filières locales. Pour ensemble, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une vision partagée de nos recherches, de synergie entre architecture et milieu. Voilà, c'est cette synergie et toutes ces possibles synergies entre architecture et milieu qui nous intéressent. Et finalement, la transdisciplinarité, elle interroge et elle fonde pour nous le projet dans une démarche qu'on qualifie finalement de recherche-action. Donc, comme je l'avais déjà dit, avant le Covid, nous invitions également d'autres spécialistes à participer à nos recherches-actions qui venaient s'immerger avec nous dans les territoires, même s'ils ne les connaissaient pas. Donc, ils apportaient leurs compétences, mais aussi leur capacité à interagir face aux enjeux des territoires que nous définissons à travers leurs richesses, mais aussi leurs conflits. Et Emmanuel Bonneau avait participé à une des premières immersions dans les îles du parc national de Port-Cros. Donc on avait été d'île en île, chacune étant très différente. Et nous l'avions invité parce que nous partagions notamment un même intérêt pour le mouvement des territorialistes italiens. À la suite de cette immersion, elle était revenue et on avait rencontré, donc l'immersion était hors les murs, et on l'avait invité aussi dans les murs, et on avait pu faire une rencontre avec Alberto Magnaghi, rencontre qui avait été très enrichissante, vraiment un échange. Et à la suite, il avait accepté d'écrire un article d'analyse de notre démarche pour la publication qu'on avait fait des travaux de l'atelier.
Donc, presque 7 ans plus tard, quels sont justement les apports des territorialistes dans les démarches de projet, puisqu'on a vu qu'ils occupaient aussi beaucoup les débats, encore plus que précédemment. Donc c'est pour ça qu'on a souhaité d'inviter à nouveau Emmanuel Bonneau pour nous apporter des éléments de réponse au débat, mais en même temps, notre objectif, c'est pas simplement d'interroger l'apport des territorialistes, c'est de l'inscrire dans un questionnement à plus large échelle. C'est le questionnement, ce sont les relations entre recherche, pédagogie et pratique d'agence. Ce sont ces liens-là qui nous intéressent. Alors Emmanuelle Bonneau est paysagiste des PLG, elle est aussi urbaniste, elle est maîtresse de conférences à l'Institut d'aménagement, de tourisme et d'urbanisme de l'Université de Bordeaux. Alors peut-être que le sujet de son doctorat en aménagement de l'espace et urbanisme sous la double direction de l'Université de Florence et de l'Université de Bordeaux va nous aider aussi à comprendre le sens et les thèmes de ses recherches. Le titre indique « L'urbanisme paysager, une pédagogie de projet territorial ». Et là, on voit déjà que les liens dont je parlais précédemment entre recherche, pédagogie et pratique d'agence se retrouvent. Elle traitait notamment du passage d'une planification urbaine à une planification dite territoriale entre ville et campagne, où l'urbanisme ne peut plus seulement se concevoir, je dirais, comme une série d'actes techniques, mais il doit aussi s'accompagner d'une pédagogie. D'une pédagogie pour transmettre et partager la prise en charge des objectifs environnementaux avec les acteurs socio-économiques locaux. Donc après une pratique de paysagiste, elle est désormais enseignante-chercheur. Ses sujets de recherche sont l'organisation des relations ville-nature en urbanisme et aménagement, avec surtout un intérêt pour l'apport des approches paysagères françaises et territorialistes italiennes, ainsi que les pédagogies du projet en urbanisme, en lien aussi avec les démarches collaboratives. Alors, elle a notamment interrogé l'évolution des pratiques des paysagistes et des urbanistes à partir de la loi Solidarité et Renouvellement urbain de 2000, notamment. Pourquoi? Parce qu'elle engage, selon elle, les termes du développement durable. Dans le cadre des termes du développement durable, elle engage des modalités de conception qui relient objectifs socio-économiques et mise en valeur environnementale à travers l'énoncé d'un projet de territoire rural et urbain qui est porté par les collectivités territoriales. Donc selon elle, il y a en effet une montée en puissance des compétences des paysagistes qui n'est pas sans conséquence sur l'évolution de la culture praticienne et sur les savoir-faire en matière de planification paysagère, urbaine et agroforestière, qui finalement, selon elle, se retrouvent réunis par de nouveaux objectifs, qui sont à la fois écologiques et socio-économiques, avec comme finalité de mettre en œuvre le cadre de vie. Donc on voit les liens entre nos questionnements et les questionnements d'Emmanuel Bonneau. Et ce soir, particulièrement, nous lui posons deux questions. En quoi les enjeux de la transition écologique engagent-ils le renouvellement des cadres de conception du projet spatial en urbanisme et en aménagement? Et la deuxième question, quels sont les rapports de la pratique paysagiste française et de la recherche-action territorialiste italienne à finalement ce qui pourrait être considéré comme une refondation écologique du projet, mais aussi de sa pédagogie. Voilà, avant de lui laisser la parole, je vais rappeler que nous vous invitons à poser vos questions sur le fil de discussion et que j'en ferai la synthèse à la fin de la présentation dans environ 45 minutes pour pouvoir, sur le principe, développer des échanges et avec Emmanuel Bonneau.
Donc, Emmanuel, je te laisse la parole, je te laisse partager ton écran avec nous. Merci, merci d'avoir répondu positivement à notre invitation. Merci Florence de m'avoir conviée à ces rencontres et de m'avoir inscrite dans ce programme, hein, à la charnière finalement entre deux présentations de praticiens architectes, hein, qui cherchent à faire évoluer leurs pratiques en marchant, et donc deux présentations de praticiennes devenues enseignantes chercheuses. Et, et je vais voilà, introduire la pratique, donc avec un S, dans ce pluriel-là, hein, qui est à la fois celui de la posture du praticien, hein, que vous connaissez en tant que concepteur. Donc, dans mon cas, paysagiste de formation et évoluant vers l'urbanisme, hein, pratique à laquelle j'ai également été formée par un master, puis en doctorat. Et les liens dans ce contexte, hein, dans un contexte de pratique opérationnelle, hein, que ce soit à travers l'activité technique ou politique du projet en urbanisme, avec la recherche et le renouvellement de la pédagogie du projet. Donc, ce contexte, hein, de transition écologique, hein, Florence, tu l'as introduit en faisant référence à la loi Solidarité Renouvellement Urbain. Donc là, on était au début des années 2000. Et cette date, elle marque le passage d'un urbanisme réglementaire à un urbanisme dit de projet, où on va au-delà, hein, de l'organisation de l'urbanisation, pour chercher à organiser des rapports entre ville et nature, entre ville et campagne, avec une attention accrue à la consommation des sols, et au-delà de la protection, une volonté de mettre en projet ces espaces agricoles et forestiers. Donc dans cette pratique paysagiste, hein, de l'urbanisme, hein, qui était à ce moment-là promu par des écrits, hein. Je vous avais fait passer une petite note biblio là, en début de présentation, et je faisais référence à Sébastien Marot, hein, le philosophe qui va suivre le travail du paysagiste Alexandre Chemetov, hein, qui sera Grand Prix de l'urbanisme au début des années 2000. Sébastien Marot décrit cette pratique, il va parler de suburbanisme, hein. Voilà, un urbanisme qui se détourne, voilà, quelque peu des centres-villes pour s'intéresser aux marges et à ses relations entre ville et campagne. Françoise Fromenot, hein, qui est architecte, hein, va parler d'un urbanisme de révélation pour évoquer cette évolution proposée par le projet de paysage, au-delà, hein, de la programmation et de la composition, un savoir-faire qui consiste à relever ce qui est déjà là, le patrimoine, hein, existant, qu'il soit urbain, architectural ou environnemental. Donc une pratique émergente qui, à l'épreuve de la commande publique, hein, l'image qui se trouve sur la gauche correspond à un extrait d'un des premiers ateliers des territoires, hein. Il s'agissait à l'époque de l'atelier montagne qui était conduit ici par l'atelier d'Alain Marguerie à Montpellier, et dans lequel il s'agissait de réfléchir en anticipation des démarches de planification, donc de l'urbanisme dit réglementaire, porté par les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, à un projet de territoire qui intègre à la fois la dimension urbaine et la relation avec les espaces agricoles et
et forestier, compris en tant que ressource et, en tant que ressource valorisable, dans le sens d'une ressource à valoriser durablement, hein, dans un projet de développement économique et social. Voilà, face à cette commande, on s'est aperçu en tant que paysagiste, hein, que nos savoir-faire étaient finalement inefficients. Le paysagiste était, jusqu'à la fin du XXe siècle, principalement, hein, en charge de la valorisation d'un paysage cadre de vie, un paysage d'agrément, et la dimension économique de l'agriculture, de la forêt, hein, et plus largement de ce qui touche à l'environnement, nous dépasser. Face à ces questions, plusieurs praticiens ont agité un petit livre rouge, c'était celui d'Alberto Magnaghi, le projet local, hein, qui est publié en 2003 en France, à une traduction et une synthèse réalisée par Françoise Choé, qui met en lumière un certain nombre de concepts qui apparaissent porteurs, voilà, pour renouveler cet urbanisme, un urbanisme de projet local, hein, qui serait fondé sur les ressources des territoires, qui engagerait à la fois les élus et la population, et qui s'intéresserait, hein, non seulement au centre urbain, mais à leur territoire au sens large, y compris, hein, ces couronnes agricoles et forestières. Donc cette expérimentation, j'ai pu la mettre en œuvre, dirais-je, dans le cadre de mon doctorat, hein, grâce à Agnès Berland-Berton, qui le dirigeait et qui conduisait le contrat de recherche Biorégion, donc de 2012 à 2016, qui nous a permis d'explorer la boîte à outils territorialiste. Et je vais poursuivre cette présentation en vous présentant d'abord cette approche territorialiste italienne, donc portée par Alberto Magnaghi et un réseau d'enseignants-chercheurs, qu'on pourrait définir comme une recherche-action-formation, dans le sens où elle implique aussi la pédagogie. Et je terminerai, hein, cette seconde partie sera plus courte, par un retour bordelais depuis 4 ans, finalement, pour mesurer l'apport de cette recherche sur l'approche territorialiste italienne dans une action pratique qui s'est matérialisée pour moi de 2017 à 2020 dans une mission d'aménagement pour l'Université Bordeaux-Montaigne, pour la présidence de l'université, et depuis cette année, dans un travail en particulier avec ma collègue Catherine André, qui est écologue, sur le renouvellement de notre maquette pédagogique d'un master qui est un master en urbanisme, hein, avec un parcours orienté paysage et environnement. Donc je conclurai, hein, sur ce renouvellement de la pédagogie de projet dans notre cadre de formation. Je vais commencer par l'Italie, en revenant sur les racines de cette recherche, une recherche pluridisciplinaire qui s'est constituée autour de cet homme, hein, Alberto Magnaghi, donc architecte, urbaniste. En Italie, les urbanistes sont généralement issus de formations à l'architecture. Mais au-delà d'un seul homme, hein, il s'agit bien d'un réseau qui implique, au-delà de l'Université de Florence, plusieurs universités italiennes, hein, vous les voyez identifiées sur la carte à droite, hein. On a un certain nombre de chercheurs qui se sont investis en temps donné dans des recherches qui ont fait l'objet de publications successives, voilà, généralement sous la direction d'Alberto Magnaghi, et qui sont toujours des ouvrages collaboratifs. Donc un homme
mais des équipes et une recherche qui est engagée, puisque voilà, ancrée dans l'histoire italienne, dans une histoire qui au tournant des années 70, 80, se détermine dans les luttes sociales et, et dans ce mouvement propre à l'Italie, l'opéraïsme qui soutient les mouvements ouvriers et les enseignants-chercheurs, Alberto Maniaghi, vont s'impliquer dans une co-recherche avec ces ouvriers pour essayer de concevoir avec eux finalement des conditions d'habitat justes sur le territoire, en s'intéressant à leurs conditions de vie et en travaillant directement sur le terrain avec les personnes qui travaillent, avec ceux qui y vivent. Donc, cette recherche, elle est certes à l'université, mais elle est, comme le dit un de ses premiers textes, elle est véritablement parmi les gens. La posture critique que défend Alberto Maniaghi, elle s'exerce à l'égard du projet moderne et d'une pédagogie qui était celle de son époque. Il va soutenir son mémoire, son diplôme de fin d'études en somme, en 1965, avec un projet qui est marqué par son époque où le contexte territorial n'apparaît pas. C'est ce qu'il va signifier dans un texte du début des années 2000, une formation où on apprenait à dessiner des bâtiments sur une feuille blanche, finalement, sans aucune trace de ce qui pouvait constituer le territoire existant, que ce soit l'environnement urbain ou le socle morphologique environnemental. Donc c'est ce qui va le pousser et engager cette recherche pour se démarquer de ce projet décontextualisé et aller vers un projet local qu'il va transformer dans la pédagogie et dans l'action pratique. Donc je vous mets en référence ces ouvrages d'Alberto Maniaghi, dont le dernier, qui a été publié en 2020 en Italie et pour l'instant seulement en italien, mais qui constitue une épaisse synthèse de 40, 50 années de recherche-action. Ce parcours, il est balisé par des publications qui viennent marquer la fin de ces projets de recherche scientifique. Là, ici, voilà, sont identifiés quelques-uns, quelques projets qui sont financés par le ministère, de la Recherche et de l'Enseignement en Italie, également par le ministère de l'Urbanisme, et qui associent donc des universités italiennes et des institutions donnant lieu sur les territoires à des projets, des études, dont certains aboutiront notamment avec le plan territorial de coordination de la province de Prato au début des années 2000, puis avec les plans paysagers territoriaux dans les Pouilles et en Toscane, à des documents qui auront une portée légale, des documents de planification engagés avec les institutions, mais toujours pensés dans cette relation au territoire et à ses habitants. Les moyens de cette recherche par l'action, ce sont des concepts qui vont permettre de changer de vision urbaine et territoriale et de passer de cette conception de l'urbanisation en extension. On parle d'étalement urbain et cette figure-là marque les esprits en images pour inverser le regard et concevoir, au-delà de cette figure de l'étalement, une biorégion urbaine qui serait définie non plus comme un continuum,
mais comme un système urbain polycentrique, un système porté par, par un socle environnemental, par des bassins versants, avec une recherche à l'échelle de chaque niveau d'action d'un bouclage des cycles, donc de renouvellement des cycles de l'eau, des déchets, de l'alimentation et de l'énergie. Donc cette définition de biorégion urbaine proposée par Alberto Maniaghi, elle s'ancre dans une connaissance des auteurs américains, notamment Peter Berg, qui dans les années 70 définissent ce concept de biorégion pour une planification qui est d'abord voulue comme écologique, Alberto Maniaghi y apportant une nuance culturaliste et, et anthropocentrée. Ça reste l'homme et le projet de société qui sont au centre du projet de territoire dans sa pensée. Voilà, ce projet de société et le bien-vivre, la qualité de l'habiter, reposant sur des rapports vertueux avec l'environnement. Cette recherche, elle repose aussi sur une définition du territoire, non pas conçue comme un périmètre administratif, mais d'abord comme le résultat d'un processus de coévolution entre les établissements humains et le milieu ambiant. On va parler ici de milieu ambiant plutôt que d'environnement, pour faire référence à un milieu où l'homme et la société sont partie prenante. Ces concepts, ils vont être inscrits dans la législation régionale. La Toscane, comme les régions italiennes, pouvant se déterminer librement sur les règles appliquées à l'urbanisme et au-delà au gouvernement du territoire. C'est une expression qu'on va voir revenir dans plusieurs régions, déplaçant la question de l'urbanisme, centré sur la question de l'urbanisation, sur le gouvernement du territoire, donc dans son entier, y compris dans sa dimension environnementale et agroforestière. Donc d'un côté, des concepts issus d'une recherche scientifique qui vont être intégrés dans la loi régionale, ici ce concept de patrimoine territorial, compris comme l'ensemble des structures de longue durée, donc produites par la coévolution. Et de l'autre, des concepts qui vont remonter du niveau national et ici européen, et notamment le paysage, qui prend une place nouvelle à partir du début des années 2000. La Convention européenne du paysage, signée en 2000 à Florence, va être ratifiée en Italie en 2006, en France à la même époque. Et on passe d'une conception du paysage cadre de vie qui serait issu d'un diagnostic expert à la conception d'une partie de territoire telle que perçue par les populations. Dans la définition proposée par la Convention européenne du paysage, c'est bien ces termes-là qui sont importants, tels que perçus par les populations, ce qui signifie que le paysage, et notamment dans les démarches d'urbanisme, peut devenir un objet commun, en partage entre experts, élus et habitants. Cette boîte à outils, elle est directement ajustée pour la planification territoriale en Italie. Quand je fais référence à la planification territoriale, ce sont aux équivalents des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme qui portent différentes appellations selon les régions en Italie, voilà, mais dont on retrouve l'équivalent au niveau intercommunal, au niveau communal, mais aussi au niveau régional. La planification de niveau régional en Italie pouvant être portée par des plans paysagers territoriaux qui ont la capacité d'intégrer les deux dimensions socio-économiques et environnementales
on parle ici d'environnement au sens large, hein, l'écologie croisant la dimension culturelle du paysage. Donc, la pensée territorialiste, on peut l'apprendre pour elle-même et pour ses concepts et la mobiliser dans le projet d'architecture. Je dirais que son ancrage et son essence, hein, c'est d'abord hein, cette planification qui se transforme en une planification de l'urbanisation à une planification territoriale, avec la volonté hein, dans ces schémas qui sont compliqués, de pouvoir croiser une approche experte et une approche habitante, voilà, représentée ici hein, par ce qui est nommé énergie d'innovation et de contradiction, pour pouvoir élaborer des statuts des lieux et in fine, hein, des règles partagées pour l'évolution du territoire. Donc cette boîte à outils, elle va être testée par les chercheurs dans la planification territoriale. Donc là, j'ai repris plusieurs exemples hein, qui proviennent de documents réalisés par les enseignants-chercheurs territorialistes hein, en Toscane et dans les Pouilles notamment, avec voilà, ce premier outil, l'Atlas, qui constitue une base cartographique et une base d'information qui est une base d'information scientifique pluridisciplinaire qui croise quatre grands niveaux. On parle ici d'invariants, 4 grands niveaux d'analyse. La dimension hydromorphologique, l'écologie du paysage hein, avec les caractéristiques écosystémiques, le polycentrisme urbain et les typologies agricoles et forestières. Donc, ces cartes hein, qui sont ici affichées en vignette, voilà, malgré hein, leur présentation hein, sur cette diapo, elles gardent une précision qui va être suffisante pour pouvoir les intégrer hein, dans des documents de planification territoriale locaux. Et cette base-là, qui est une base scientifique nouvelle, constitue hein, la base de ces projets de territoire, donc avec la volonté hein, de les ancrer sur une connaissance actualisée de l'environnement, notamment. Le deuxième outil que j'ai ici identifié, c'est ce récit de territorialisation qui cherche à révéler dans le temps long l'ancrage des établissements humains dans leur environnement, avec l'objectif de faire émerger ce qui constitue aujourd'hui le patrimoine territorial, c'est-à-dire l'ensemble des structures matérielles héritées de ce processus de coévolution entre établissements humains et milieu ambiant. Donc là, on voit une carte du patrimoine territorial qui a été réalisée sur la province de Prato. Hein. On est à une quinzaine de kilomètres de Florence. Ici, la photo aérienne, et on voit que la carte du patrimoine territorial ne va pas sélectionner l'ensemble des éléments urbains, mais on est bien sur le bâti historique, et cette carte vient révéler une structure polycentrique ancienne, voilà, faite d'anciens hameaux, hein, dans ce qui était la plaine agricole. Voilà, les plages blanches ici sur la carte du patrimoine territorial correspondant bien ici à des bâtiments, mais à des implantations que les territorialistes ne jugent pas durables, donc potentiellement renouvelables, hein, que ce soit par des constructions ou par une reconquête agricole. Donc la carte du patrimoine territorial fait véritablement apparaître les éléments considérés comme durables. Le deuxième niveau de cette approche, c'est donc cette recherche hein, d'une rencontre entre une planification
portée par des élus, portée par un regard expert, et une planification qu'on pourrait dire ascendante, portée par le bas, par ses habitants, avec cet outil constitué au Royaume-Uni, les cartes de communauté, qui est proposé ici, en appui de la planification territoriale, pour révéler le patrimoine territorial tel que conçu par ses habitants. Donc là, on a ici des cartes de communauté qui ont été réalisées dans le cadre du plan paysager des Pouilles. Vous pourrez y accéder en ligne. Ici, un artiste s'est constitué comme facilitateur de la population qui a travaillé selon une logique qu'on connaît en atelier avec à partir de visites de terrain, de relevés pour identifier ce qui faisait patrimoine. On voit aussi sur cette carte des éléments qui pourraient faire projet. On pose les problèmes, ici des décharges sauvages, et le tout est mis en forme d'une manière suggestive par l'artiste qui accompagne la population sur un territoire donné. Et donc on voit des mises en forme indifférentes selon les localités. Cette planification par le bas, elle s'accompagne également d'une contractualisation entre ce que Maniaghi va nommer les producteurs du paysage ou les producteurs du territoire, c'est-à-dire l'expression d'un manifeste, d'un texte commun qui va poser des objectifs que chaque acteur socio-économique, acteur institutionnel, va poursuivre dans des logiques d'action généralement séparées. Donc ces règles, qui sont des règles écrites, elles viennent se constituer en appui d'un projet spatial, mais on est bien sur du texte, donc chaque acteur va pouvoir l'interpréter par l'action dans son champ d'intervention. L'action est ce qui fait que cette pensée territorialiste, elle a aussi une valeur opératoire et une crédibilité, je dirais, renforcée. C'est cette capacité à avoir su faire au-delà d'une planification de papier et de plans dessinés, d'avoir su mettre en œuvre sur le terrain un projet local qui, d'un point de départ qui était la planification territoriale, a réussi à agréger des acteurs divers, et en l'occurrence des agriculteurs, un moulin, des boulangers, pour reconstituer ici à Prato. Je vous avais montré la carte du patrimoine territorial. On part au début des années 2000 de ce travail de planification et des ateliers de concertation qui ont été organisés dans ce cadre, pour arriver en 2014 à la création d'une filière de pain et de pâtes en circuit court. Donc tout est fait à Prato et commercialisé chez les boulangers dans les commerces locaux. L'outil de ce projet, c'est le parc agricole, qui est ici conçu non pas comme un périmètre protégé où il s'agirait de conduire un projet, mais plutôt comme un réseau d'acteurs qui se fédèrent autour d'objectifs en commun pour participer à la révélation finalement d'un projet spatial qui est enregistré par les institutions. C'est le cas du parc agricole de Prato qui a été enregistré dans la planification territoriale en 2007, mais qui n'est pas mis en œuvre par les institutions, là, qui en l'occurrence est porté par une association de producteurs et de commerçants, avec un débouché récent, qui est la fourniture en pain des cantines, donc de la province de Prato.
on a ici un exemple qui est véritablement le produit d'une recherche-action, qui est une recherche-action militante, et, et où les enseignants-chercheurs vont s'engager eux-mêmes et avec leurs étudiants pour poursuivre une action qui n'est pas toujours soutenue par les institutions. L'université, donc, dans cette pensée territorialiste, est elle-même au service de ce changement de vision, de cette vision biorégionale et polycentrique. Alberto Meniaghi, à la fin des années 90, anticipe finalement ce que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire l'évolution d'un enseignement vers un mode hybride, à la fois en présentiel et en distanciel, qui va permettre de démultiplier la présence de l'université sur le territoire. Et dans la pensée d'Alberto Maniaghi, l'université, c'est véritablement un élément urbain. C'est la culture en ville, et la possibilité de conforter des implantations urbaines dans cette logique polycentrique. Donc c'est ce que signifient ces schémas. L'implantation de pôles universitaires ou de hiérarchies différenciées en relation directe avec leur milieu, un milieu local, le milieu socio-économique. Et ce polycentrisme urbain et universitaire, Alberto Maniaghi va l'expérimenter directement, puisqu'en 2001, quand il crée une formation de master de planification et de mise en projet de la ville et du territoire, il va s'installer à Empoli, qui est une ville moyenne à l'ouest de Florence, dans la vallée de l'Arno, où la municipalité propose à l'université d'investir l'ancien hôpital, donc un bâtiment historique, un patrimoine au cœur du centre urbain, qui va être investi par des ateliers d'urbanisme et par différentes formations, des filières médicales notamment, qui vont servir directement le territoire. Et entre 2001 et 2020, puisque cette année, la formation de planification urbaine et territoriale de l'Université de Florence a déménagé d'Empoli à Prato. Ces formations vont travailler directement pour le territoire en mettant la force de production des étudiants finalement au service des institutions, mais dans un esprit qui est bien celui du renouvellement de cette pensée du projet territorial. La formation de l'Université de Florence, elle est co-accréditée avec la faculté d'ingénierie agroforestière, et ce qui permet de dépasser la dimension d'agrément du paysage et de l'environnement pour entrer dans des logiques de systèmes économiques locaux, de bioéconomie, de planification agroforestière et d'une conception finalement intégrée du développement urbain et d'un projet agricole, forestier et environnemental. Les étudiants vont directement, c'est ce que j'annonçais, servir le territoire, notamment à travers les mémoires de master, à travers les ateliers de projet, et dans le cadre du parc agricole de Prato. C'est cette production étudiante qui va permettre de soutenir une association qui est une association d'acteurs socio-économiques qui n'a pas ses compétences techniques et qui va réussir à faire émerger ce projet de parc agricole qui sera finalement annexé à la planification territoriale. Donc, des propositions qui sont des propositions conceptuelles, mais qui ont une traduction directe dans l'action pratique, et l'intérêt suscité par le projet local,
c'est matérialisé à Bordeaux par la conduite de ce projet de recherche biorégion, donc de 2012 à 2016, où nous avons cherché à interpréter l'approche territorialiste de la planification et du projet de territoire dans l'action pratique, dans un contexte donc, de partenariat avec la région Aquitaine. À ce moment-là, la région élaborait son schéma de cohérence écologique, document qui, depuis, a été intégré au STRADET, schéma régional d'aménagement et de développement durable des territoires. Les PNR des Landes et Médoc en cours de constitution se sont également associés à la démarche. Le département de la Gironde, qui portait à ce moment-là une vision polycentrique du département et de son urbanisation, et le CISDO, qui est le syndicat porteur du schéma de cohérence territoriale de l'aire métropolitaine de Bordeaux, cherchait de son côté en 2014 à mettre en œuvre sa stratégie nature de manière intégrée, c'est-à-dire à la fois concevoir à la fois ce risque qui constitue chez nous l'inondation, la protection des espaces agricoles et forestiers, la dimension écologique et la dimension cadre de vie des paysages, avec cette volonté de constituer autour de Bordeaux une couronne de projets agricoles et forestiers, mais sans savoir comment faire. Donc, dans ce cadre de recherche, on a travaillé directement avec les formations, la formation en urbanisme de Florence et nos formations en urbanisme bordelaise pour conduire cette interprétation de l'approche territorialiste dans les institutions avec deux moyens. D'abord, des ateliers sous la forme de workshops ou d'ateliers classiques, notamment en Italie pendant 3 ans. Les étudiants italiens travaillaient pendant un semestre depuis l'Italie sur la France et ensuite intégrer les structures en stage, ce qui a permis à nos institutions partenaires finalement de se saisir des matériaux territorialistes en fonction de leur projet. On n'était pas dans une application d'une doctrine, mais plutôt dans une interprétation libre et un bricolage réalisé par chaque structure en fonction de ses intérêts. Avec de fait un travail des étudiants qui n'était pas isolé, mais intégré à la structure, et donc la professionnalisation, participer de la recherche-action. Ça, je pense que c'est un aspect important. Il ne s'agirait pas par la recherche de former des étudiants à une recherche qui serait décalée de l'action, mais bien travailler ici avec les institutions pour intégrer la recherche dans l'action opérationnelle, en l'occurrence dans nos métiers, dans des activités liées à la maîtrise d'ouvrage et à l'assistance à maîtrise d'ouvrage en urbanisme et en aménagement. Les productions donc, des Italiens, c'était d'abord ces représentations assez neuves pour nous de notre territoire qu'on croyait connaître, avec une interprétation des cartes historiques qui permet ici de mettre en évidence, vous voyez sur la droite, l'occupation des sols actuels, cette tache lit de vin représentant en l'occurrence le vignoble qui couvre actuellement l'ensemble de ce plateau qu'on appelle l'entre-deux-mers, entre la Garonne et la Dordogne ici. La forêt des Landes, donc une plantation de pins, on est sur du monospécifique. Et ici, l'apparition finalement de cette structure agricole au milieu du 19e siècle, qui était tout à fait diverse, beaucoup plus mixte, c'est ce qu'on voit ici,
hein, dans ce plateau de l'Entre-deux-Mers, hein, en beige, on a des cultures de plein champ. La vigne occupe simplement les bords de la rivière, hein, c'est logique, hein, le vin partait par bateau. On voit ici que la lande n'était pas encore plantée de pins. Les couronnes qui apparaissent ici sont plutôt des couronnes de chêne, hein, que de pins maritimes. Donc une diversité écologique qui apparaît, qui n'est plus existante aujourd'hui. Les Italiens parlent de rétro-innovation pour signifier finalement ce réemploi possible des traces et des savoir-faire du passé dans le présent. C'est ce que permet, hein, d'accompagner ces représentations qui s'associent à un travail là réalisé par les étudiants français, hein, qui consistait à identifier les acteurs locaux, porteurs de projets dans le champ de l'agriculture et de la forêt, hein, ce qui était un champ nouveau pour nous en urbanisme. Donc ce croisement, un croisement d'une expertise d'analyse spatiale, historique, environnementale et identification d'un jeu d'acteurs a permis, hein, j'en reste au travail mené par le CISDO, hein, sur le SCOT de l'aire métropolitaine bordelaise, à avancer dans la mise en œuvre de cette stratégie nature à travers l'élaboration d'un plan de paysage qui se démarque, hein, des démarches paysagistes françaises pour déployer une connaissance, voilà, pluridisciplinaire de ce socle environnemental. Hein. Le CISDO a missionné des équipes mixtes, hein, de pédologues, de géoarchéologues pour constituer une cartographie et une connaissance actualisée qui va être donnée aux communes pour élaborer leurs projets. Et au-delà, hein, de la posture réglementaire et de contrôle que pourrait mener une institution comme le CISDO, le syndicat mixte, voilà, s'est constitué comme un organisme de projet, voilà, accompagnant les collectivités dans leurs projets agro-urbains et environnemental. Et ce changement, hein, va se matérialiser très concrètement, hein, par des actions locales de réinvestissement de terres classées à l'urbanisation qui vont être classées en agricole, par des projets de maraîchage, hein, portés par les élus, accompagnés par le CISDO et pensés en relation avec la requalification urbaine et commerciale. Donc ici, l'approche territorialiste, elle a surtout permis, hein, à la structure de passer un cap et au-delà d'une interprétation directe des concepts, hein, qu'on ne voit pas forcément ici apparaître, hein, sur cette planche, on est sur une démarche qui va, d'une certaine manière, aussi venir augmenter, hein, cette approche territorialiste italienne. Et c'est bien l'enjeu. Dans la bibliographie, je vous ai indiqué un titre qui date de 2020, qui est une publication en langue anglaise et qui propose, hein, au-delà des démarches menées en Italie, finalement, une relecture, non pas territorialiste, mais biorégionale, hein, d'expériences menées ailleurs et constituant finalement un socle de projets portant des valeurs en commun. Le dernier point sur lequel je souhaitais revenir et peut-être, puisque là c'est un chantier, ouvrir la discussion, c'est la manière dont nous aussi en France, ce changement d'approche du projet de territoire pouvait nous amener à une réflexion sur notre pédagogie de projet, hein, dans nos formations
en urbanisme, en paysage, en architecture. Je vais partir du campus bordelais, hein. Euh, on est ici entre Pessac, Talence et Gradignan, qui sont trois communes voisines de Bordeaux. Un, un domaine universitaire qui a été aménagé par l'État sur 230 hectares, hein, de foncier au tournant des années 60 et 70, et un foncier qui est morcelé entre plusieurs établissements, hein, dont le nôtre, non pas Université de Bordeaux, mais Université Bordeaux-Montagne, une, euh, une petite partie du domaine universitaire, hein, 35 hectares au, euh, au bout, hein, à l'extrémité de de cette grande bande de campus qui est traversée par le tramway et qui n'a jamais été pensée à travers ces espaces ouverts qui pourtant sont dominants. La constitution du campus, hein, dans les années 70, on est dans le projet moderne, hein. On a au départ, dans le projet initial, 10% de l'espace au sol qui est occupé par des constructions, mais pourtant, les, euh, les espaces ouverts au public n'ont jamais fait l'objet d'aménagement. Donc c'est à cet aspect, hein, que je me suis attelée dans le cadre de cette mission pour la présidence de l'université pour chercher à passer d'une démarche qui était conduite sous l'aspect programmatique et immobilier uniquement à une approche de projet urbain et environnemental. Donc, on se décentrait finalement d'une production, hein, de l'espace avec des ratios, hein. On en est encore là dans certaines universités en France. On calcule des ratios au mètre carré par étudiant et on identifie les surfaces à produire en relation, hein, voilà, sans conception, hein, préalable de l'espace. Donc ce travail, on l'a réalisé en interne et on a proposé, hein, c'était porté fortement, hein, par les présidentes de l'université sur ce mandat, hein, Hélène Velasco-Gracier, euh, une, une valorisation de cette continuité constituée, hein, d'anciens espaces agricoles qui se sont progressivement boisés, avec un projet agro-environnemental qui, faute de moyens, s'est bricolé avec les formations présentes autour de de notre périmètre, hein, d'établissement. Alors, je n'ai pas identifié l'école l'école d'agronomie, hein, Bordeaux Sciences Agro, qui est ici également et qui bien sûr avait fait partie de ce projet au départ. Ici simplement sont identifiés les partenaires d'un projet qu'on a conduit cette année dans le prolongement d'une proposition, un projet de recherche qui a été refusé, hein, par le POPSU sur, sur la biodiversité, urbaine, hein, refusé parce qu'il était trop porté, hein, sur l'aspect pédagogique, et c'était en effet ce qui nous intéressait, essayer de comprendre comment pouvoir, hein, travailler ensemble, c'est-à-dire cette pluridisciplinarité, hein, qui est portée par les territorialistes. C'est une pluridisciplinarité qui est entière. On n'est pas sur des ateliers où on se mélange et on essaie de faire ensemble. On est bien sur des approches qui sont constituées et qu'on va chercher à croiser, hein, des approches expertes, hein, qui cherchent à s'apporter mutuellement. Donc un travail qu'on a engagé avec les paysagistes, les écologues et les architectes, hein, sur un même terrain. Chacun menait son atelier et, et on a cherché ici, hein, des interférences possibles en croisant
en croisant voilà, non pas les ateliers hein, dans le cadre de workshops comme on peut le faire habituellement, mais ici en procédant plutôt sur des rencontres informelles, hein, parce que c'était la première année et qu'on débutait. Donc là, je vous montre un des travaux qui sont plus un point de départ hein, qu'un point d'arrivée, avec, avec d'un côté des paysagistes, des écologues qui travaillent à une échelle plus large, les architectes qui sont de l'échelle du bâtiment, qui zooment de l'échelle du bâtiment au niveau territorial avec la question des ressources et de la manière hein, dont on peut s'approvisionner localement, et les urbanistes qui, eux, ont cherché hein, à croiser les trois approches. Euh, cette, euh, cette pluridisciplinarité, elle nous intéresse dans le cadre voilà, du renouvellement de notre maquette, où on a cherché euh, ici à se repositionner avec un certain nombre d'enseignements qui justement cherchaient à dépasser hein, une approche ancienne centrée hein, sur un paysage cadre de vie, euh, pour intégrer une dimension, une dimension agricole et forestière. Hein, donc la bioéconomie voilà, est quelque part ici. Un projet de territoire donc, qui croise des urbains, projets agricoles et forestiers, et une dimension eau, risque, qui va être affirmée également dans la maquette, voilà, comme un socle hein, du projet de territoire. Donc ces deux éléments, à la fois l'atelier l'atelier de projet en partenariat avec paysagistes, écologues et architectes, voilà, le renouvellement de cette maquette nous met sur un nouveau chemin qui n'a finalement rien de neuf. Hein. On a l'habitude de travailler avec les architectes, on a l'habitude de travailler avec les paysagistes, un peu moins avec les écologues, mais finalement on ne l'a jamais fait comme ça. Du point de vue de la maquette, c'est du neuf avec de l'ancien. Là, l'enjeu, hein, principalement, c'est d'intégrer cette dimension agricole et forestière, comme on a pu le voir sur la maquette de l'université de Florence. Et ce qui nous intéresse dans ces rapports entre pratique, entre pédagogie et recherche, c'est de progresser hein, avec mon collègue Catherine André hein, sur une dimension réflexive également hein, de notre activité d'enseignement. Parce que ce qu'on peut faire hein, comme constat, comme praticien dans l'urbanisme et dans l'aménagement, pour revenir vers la recherche, finalement, on s'aperçoit qu'on le fait assez peu hein, pour la pédagogie. Et, et au-delà voilà, de cette activité de praticien réflexif hein, qui concernerait nos domaines hein, de la conception et en architecture ou en urbanisme, voilà, je m'interroge aujourd'hui sur une réflexivité qui serait sur l'action en situation d'enseignement pour accompagner hein, ce monde en changement. Donc voilà, merci Florence pour cette invitation et si on peut revenir hein, par des questions hein, sur certains de ces aspects, voilà, ce sera avec plaisir que je les approfondirai. Voilà, excusez-moi hein, pour la présentation en visio. Je vous avoue on a fait partie des chanceux qui ont pu bénéficier de beaucoup de présentiel cette année. Je m'aperçois assez mal à l'aise hein, voilà, face à vous que je ne vois pas. J'espère que ça n'aura pas été trop pénible pour vous. Non, non, merci beaucoup. Merci à toi, Emmanuel. Finalement,
ce qui est intéressant dans ta présentation, c'est aussi tous ces mouvements d'évolution que tu as repérés à différents niveaux et finalement qui interrogent les liens entre pédagogie, recherche, action, qui ont motivé beaucoup de questions que je vais tenter de porter jusqu'à toi. Donc, je ne sais pas si tu souhaites, je pense que tu pourrais voir tous ceux qui t'ont écouté si tu partages plus ton écran, Oui, hop. à moins que tu veuilles nous remontrer éventuellement des choses sur l'écran. Non, non, c'est parfait ainsi. Voilà. Alors, je vais commencer par rapporter une question du paysagiste avec qui nous travaillons dans l'atelier, donc Jordan Skroupak, qui appartient à l'atelier Saltus, et qui pose, elle a posé plusieurs questions. Alors moi j'étais restée sur une question. Alors attendez, pardon, il faut que je me remette bien dessus. Pardon. Hop. Alors on va revenir. Et sur la question du temps, notamment, bon, à la lumière des nouveaux enjeux climatiques auxquels sont exposés les territoires, et particulièrement ceux du bassin méditerranéen, quelles seraient, selon toi, les limites de l'approche territorialiste et quels seraient les ajustements méthodologiques pluridisciplinaires pour une mise en action étendue? Étendu en Méditerranée. Oui, Oui, ouais, enfin, l'intérêt quand même des territorialistes pour vous, hein, quand je dis pour vous, c'est vous à Marseille, hein, c'est bien, je dirais, celui d'un terrain commun. Hein, on est sur sur les mêmes milieux. L'ajustement à réaliser, et c'est ce qu'on a éprouvé dans le contrat de recherche biorégion, il est essentiellement par rapport aux politiques. Le projet, la pensée, hein, que portent les territorialistes, elle est militante, hein, elle est politique. Et pour travailler, hein, localement sur les territoires, ben, on doit être dans une négociation et dans un ajustement. Donc, donc ces limites, c'est ce que je cherchais à exprimer avec l'expérience du Scott bordelais. C'est aussi ce qui va faire la richesse de l'interprétation dans notre contexte, hein, et permettre de créer, hein, autre chose finalement. On va se saisir de concepts et, et on va voir, et vous verrez bien comment s'en saisissent les acteurs locaux. Mais on est d'abord sur une boîte à outils pour penser. Et je crois que c'est ça qu'il faut retenir. Une limite majeure, c'est ce que j'avais voilà, c'est ce que j'avais évoqué à la fin de ma thèse. On reste quand même, hein, sur un projet qui est, du point de vue opérationnel, très centré sur la dimension environnementale, agroforestière. C'est-à-dire que, et ça c'est ce que vous pouvez porter en tant qu'archi, la question de la réhabilitation du patrimoine urbain, elle passe quand même un peu, elle est passée sous silence, pas, pas du point de vue, hein, de la pensée, de la théorie, mais du point de vue de l'action. Voilà. Et ça, je crois il y a un véritable enjeu. Et c'est voilà, c'est pour ça que j'ai apprécié ce travail avec les architectes cette année, notamment, et c'est ce qu'on a vu chez Christophe Aubertin, là, quand ils vont chercher voilà, des matériaux locaux, hein, cette logique d'approvisionnement local, la manière dont ça se matérialise, la manière dont on peut aussi, on travaille actuellement avec l'ordre des architectes et des avocats, et ces questions-là se posent, bah, chercher à accompagner d'abord la réhabilitation plutôt que toujours une extension urbaine, finalement, sur des terres agricoles et forestières. alors deuxième question de Jordan Skroupak, qui était antérieure. La présentation démontre que l'échelle territoriale offre à la fois une méthodologie de synthèse entre les acteurs et un outil innovant pour concevoir et communiquer la démarche du projet.
De plus, le caractère dynamique, aléatoire, imprévu de l'écologie du paysage introduit une donnée relativement récente vis-à-vis de l'approche spatialiste. Alors cette donnée, selon lui, serait celle du temps. Quels intérêts stratégiques, méthodologiques, d'outils de médiation représentent le temps dans l'action pratique d'un processus de projet comme celui de la biorégion? Ça, je crois que les paysagistes français ont à donner, ont à donner et à apprendre peut-être même aux territorialistes là-dessus, parce que les territorialistes sont architectes, enfin pas tous. On est sur un réseau pluridisciplinaire, mais ceux qui portent cette pensée sont principalement de formation architecte et, euh, et on reste quand même beaucoup sur une approche spatialiste et pas du tout sur la dimension processuelle qu'on peut connaître et aborder quand on est paysagiste, hein. C'est ce qui m'a euh, voilà, surprise d'une certaine manière, voilà, peut-être voilà, étonnée si ce n'est déçu, c'est-à-dire que ce croisement ne soit pas réalisé. C'est-à-dire que ce n'est pas une approche totale, et tant mieux finalement, on a aussi à y apporter. Ouais. Alors, pensez-vous que les communes cherchent, là je pense que c'est par rapport à l'exemple de Bordeaux, pensez-vous que les communes cherchent à avoir une démarche territorialiste et la découvrent via les travaux des universités? Oui, alors à Bordeaux, on a aussi des techniciens qui sont informés et qui lisent les mêmes publications que nous et qui portent à travers certains cahiers des charges, je pense à celui du Parc des Jalles, porté par Bordeaux Métropole, hein, qui a fait une commande euh, mariant des approches territorialistes euh, de manière explicite. Euh, D'autres, et c'est l'intérêt aussi, le découvre à travers, par exemple, la démarche que peut engager le CISDO. Et l'intérêt, c'est qu'elle ne porte pas son nom. Enfin, l'approche territorialiste, c'est quand même une approche militante, hein, liée à des mouvements, euh, à des mouvements d'origine marxiste, hein. Euh, on est sur une pensée euh, heurter qui peut heurter politiquement, en tout cas c'est le cas en Italie. Et en France, les élus vont se saisir de la boîte à outils de manière les élus et techniciens, assez souple finalement. Cette dimension-là politique est effacée chez nous. Donc c'est d'abord un outil pour penser, hein. Alors, question de Joanne, quels sont les retours des étudiants qui ont fait ces expériences aujourd'hui et comment poursuivent-ils ces initiatives après leur diplôme? Alors, je ne vais pas être exhaustive. On a une Italienne qui est en poste, hein, qui est en poste au CISDO, qui conduit et accompagne les démarches de plan de paysage. Voilà, je sais on a des étudiants français qui ont continué dans cette voie, c'est-à-dire à accompagner des projets agro-environnementaux dans des collectivités territoriales, hein. Nos étudiants vont surtout se destiner vers les métiers de la maîtrise d'ouvrage. Donc, ils vont être en poste dans les collectivités et euh, c'est eux qui vont élaborer, hein, la commande publique. Et dans ces champs-là, en l'occurrence, oui, on a de plus en plus de métiers qui se développent autour de ces questions. Alors et là, c'est un peu deux questions qui se rejoignent, celle de Lucas et de Clara, que je pourrais aussi rajouter une partie. En quoi devrait consister, enfin je dirais plus, quel pourrait être euh, l'apport des architectes dans ces approches territorialistes et qu'est-ce qui pourrait être utile dans nos formations par rapport à cette démarche? Alors, voilà, ce que je crois, c'est ce que tu exprimais en introduction, c'est cette capacité euh, à au-delà, hein, de savoir dessiner un objet, intégrer pleinement le contexte à cette architecture, hein, à la fois d'un point de vue situé euh, et du point de vue des ressources, y compris peut-être en se posant la question
de réhabiliter plutôt que de construire, c'est-à-dire d'avoir une position de conseil et de recul sur la commande publique. Je dis ça, voilà, je dis ça en paysagiste qui suis maintenant retiré hein, dans le champ de la recherche et de l'enseignement, donc c'est plus facile à dire qu'à faire sur le terrain, mais je crois qu'il y a quand même une véritable responsabilité quand même des architectes auprès des maîtrises d'ouvrage à chercher aussi l'économie, même si parfois ce qui pourrait être simple, aller chercher des matériaux locaux, faire avec le contexte est parfois plus compliqué. Merci. Alors, Natalia Escarotin, qui remercie pour cette intervention très riche et qui dit: je souhaiterais savoir si vous auriez un retour des effets sur un renouvellement des pratiques professionnelles, bon, des étudiants diplômés de ces formations. Ça rejoint aussi ce que tu répondais tout à l'heure. Mais voilà. Et puis il y a aussi la question de Luc Nadal. Quelle est la place des déplacements et des modes de transport dans votre réflexion? Et je pense à la distinction faite par l'équipe de Maniaghi entre l'empreinte durable et non durable dans l'analyse du territoire du Prato. Alors, comme sur la dimension bâtie, hein, la dimension transport, déplacement, elle est effleurée, elle n'est pas pensée d'un point de vue opérationnel. Hein. Ça fait partie hein, des aspects qu'il y aurait à creuser hein, d'un point de vue territorialiste. Hein. Comment se poser la question des mobilités voilà, mais toujours selon cette approche, c'est-à-dire en considérant l'existant et en n'appliquant pas forcément les bonnes recettes qu'on peut voir ailleurs. Alors, question de Pauline Gallardo. Comment cette démarche de projet de territoire est-elle acceptée par les communes, les habitants et les agriculteurs concernés? En Italie, Oui, puis peut-être à travers l'exemple de Bordeaux aussi, enfin, en, en en France, en Italie, Italie, on va dire des deux côtés. ouais, ouais, oui. En Italie, les enseignants-chercheurs voilà, sont généralement impliqués voilà, eux-mêmes dans des associations qui vont chercher voilà, à promouvoir des projets locaux, des projets agricoles locaux notamment. Donc les projets sont réalisés avec les institutions, mais parfois ça ne suffit pas. Donc il y a quand même une forte part, je dirais, de militantisme et d'engagement personnel hein, dans ces démarches. Euh, avec la limite hein, mais qu'on va retrouver aussi en France, hein, la notion de parc agricole pour les agriculteurs. Il y a une idée qui est très fortement rattachée à la dimension périmétrale et de protection hein, que recouvre le parc. Et, et cette conception hein, que les territorialistes veulent relationnelle, on est plus sur un réseau d'acteurs hein, que sur un espace hein, qui contraindrait ces mêmes acteurs. Voilà, elle est finalement voilà, impossible à comprendre et on l'a vu aussi en France. C'est-à-dire que le CISDO a fait l'essai, le parc agricole hein, n'est pas passé. Voilà, ils l'ont employé entre eux, hein, l'expression de parc agricole, biorégion urbaine aussi. Ça a été employé entre techniciens, mais ce sont des termes qui n'ont pas pu passer dans la discussion avec les élus. Ça a servi à renouveler l'action technique, voilà, mais la traduction s'est faite autrement hein, avec le politique. Alors, je vais laisser la parole donc à Ivan Plusquois et Mathias Cambrelin, qui font partie de l'équipe, qui vont, je pense aussi, nous parler de la question des filières que tu avais un peu évoquée précédemment. Bonjour. Alors, c'est bon? On vous entend? Alors, Mathias Cambrelin, qui nous parle. Donc, comment la démarche biorégionale interroge la culture constructive des architectes comme outil de soin du territoire qui, par l'emploi de ressources locales, au-delà d'utiliser les ressources existantes, interroge les pratiques de gestion des milieux naturels pour développer
voilà, des pratiques vertueuses qui vont prendre soin de ce territoire. Voilà. Alors l'enjeu, là, les territorialistes, ils n'ont pas avancé sur ces sujets. Ils ont les mains prises dans leur projet agricole, dans leur projet environnemental. Et d'un point de vue opérationnel, ça n'a pas été encore abordé, cet aspect-là. C'est par contre, nous, quelque chose qui nous interroge. Je suis passée assez rapidement et peut-être de manière maladroite sur la maquette pédagogique qu'on est en train de renouveler. On s'interroge sur une stratégie territoriale qui puisse intégrer les paiements pour services environnementaux, la compensation environnementale. C'est-à-dire, aujourd'hui, tout ça n'est pas du tout pensé de manière intégrée. Hein, on n'a pas de croisement entre valorisation de la ressource, valorisation durable, prélèvement de cette ressource, généralement pour la ville-centre, et renouvellement durable dans des territoires qui sont généralement périphériques. Ça, là, le champ reste ouvert, il y a encore tout à faire. D'accord. Alors, de ce fait, quel dispositif, est-ce que, je ne sais pas si vous travaillez sur les dispositifs de la bioéconomie au sens de Juan Martinez Allier, enfin, qui a... Là-dessus, je vais pas savoir vous répondre, mais ça fait partie des sujets qui nous intéressent d'intégrer. Donc, si vous voulez développer, plus comme un apport que comme une question, je suis preneuse. Oui, on aura l'occasion, je pense, d'échanger à nouveau, mais ça pose en fait ces questions-là de développement, de la valorisation de ces pratiques de gestion du vivant et de ces pratiques de conception de projets d'architecture qui ont du mal à rentrer dans des schémas économiques qui n'intègrent pas les externalités sociales et environnementales. Et au final, moi je le vois dans ma pratique de tous les jours, donc, je bosse dans un bureau d'études qui développe des structures bois et des ouvrages avec des enveloppes en matériaux biosourcés. Et en fait, on se rend compte que ces pratiques, ces ressources issues de pratiques vertueuses de gestion du vivant, elles participent au-delà de ressources financières à la préservation de paysages, à la préservation, au développement de services écosystémiques et donc à l'habitabilité même d'un territoire. Et donc, comment développer des dispositifs économiques en les valorisant hors d'un champ monétaire, vu qu'en fin de compte, on parle d'habitabilité. Ça ne peut pas rentrer dans un champ monétaire, ça n'a aucune valeur. C'est inestimable. Donc, alors, ouais. À Bordeaux, là, la municipalité vient de sortir ses propositions justement pour renouveler l'urbanisme et propose un label bâtiment frugal. Je pense que ces démarches vont dans ce sens. À partir du moment où on se fixe un cahier des charges qui porte sur la qualité, on va peut-être pouvoir l'apporter localement. D'accord. Merci. Je rebondis sur la remarque de Mathias, je veux plus quoi, et enseignant avec Florence et Mathias à l'école, qui pose la question du bien commun finalement, à l'échelle planétaire comme à l'échelle locale. Et on voit bien que les limites finalement de l'anthropisation du monde a des effets immédiats à l'échelle de la planète, et comment la biorégion, dans ses préoccupations locales, peut interagir et agir à l'échelle planétaire. Est-ce qu'elle peut le faire? Est-ce qu'elle en a l'ambition au regard des macrosystèmes économiques et au regard des systèmes locaux économiques et des ressources locales? La planification territoriale, au sens institutionnel, elle couvre maintenant l'ensemble du territoire français, que ce soit là par les schémas régionaux ou de manière plus opérationnelle par les SCOT. Donc on pourrait se dire que si l'ensemble de ces territoires s'engageaient sur ce type de démarche, on aurait des véritables changements. Et je pense que il y a des débats aujourd'hui sur cette notion de biorégion. Différents experts s'en saisissent et en France notamment. On va pas pouvoir transcrire directement cette pensée d'une planification qui sera à l'échelle d'un bassin versant sur des institutions qui sont constituées, qui sont héritées, un schéma administratif. C'est pas simplement des limites, un périmètre, c'est aussi des habitudes de travailler ensemble. Donc,
voilà, cette souplesse, on doit pouvoir l'avoir quand même entre conception d'un territoire qui est un territoire d'action publique et, euh, et penser plus largement des dimensions écosystémiques et de bassins versants. Mais si chacun s'engage dans un renouvellement de la planification qui parte de ces logiques de bassins versants, là, le changement, il va être systémique. Moi, je crois véritablement en ça. Par contre, quand on regarde la planification territoriale et la manière dont elle est apportée par la loi, notamment par le Code de l'environnement, par le Code de l'urbanisme, qui demande d'un côté un diagnostic socio-économique qui fait des statistiques démographiques, qui parle mobilité, développement urbain, paysage dans le sens morphologie urbaine, et de l'autre côté qui fait un état des lieux de l'environnement. Là, on pense les choses de manière dissociée. Et ça, c'est posé dans le droit. Donc, on a un certain nombre de blocages aujourd'hui qui sont aussi des blocages institutionnels qui nous empêchent d'avancer sur cette voie. J'allais dire justement, pour rebondir sur votre remarque, que quelque part, il y a une révolution épistémologique et imaginaire qui consiste à changer les habitudes et les consciences pour faire justement arriver à s'emboîter des logiques et des structures et des échelles qui sont totalement différentes, sans forcément, et peut-être que la biorégion est le premier pas pour atteindre cette logique, mais qu'elle va amener à une autre manière de concevoir le territoire qui ne sera pas forcément totalement biorégional, mais qui sera autre chose. Ça nous amène, voilà, cette expression de transition écologique, oui, ça nous amène, je crois, sur cette voie-là, à nous décentrer de cet objet bâti, non pas pour le quitter, mais pour le réancrer localement. Oui, c'est ça, oui. Ouais. Question, pardon. Vas-y, je t'en prie, Florence. Oui, je reporte aussi une question de Laura qui demande comment intégrez-vous la question du citoyen, de la participation citoyenne dans les projets et finalement quel a été leur accueil par ces citoyens des ateliers avec les étudiants? Alors, c'est une bonne question parce que dans le cadre de notre contrat de recherche, on n'a pas finalement abordé cette dimension. On est resté essentiellement au niveau technique. Voilà. Par contre, il y a un aspect que je ne vous ai pas partagé qui était ma propre pratique de paysagiste urbaniste en parallèle de mes travaux de recherche. Et là, par contre, ça m'a fait entrer dans une conception du projet qui partait d'ateliers citoyens, voilà, comme un préalable même au diagnostic. Ça, on l'a engagé avec un collègue paysagiste pour qui j'ai travaillé longtemps, Emmanuel Prieur, qui est basé à Bordeaux, et que j'ai accompagné sur ces démarches. Voilà, d'ateliers comme point de départ de projets qui pouvaient être des projets de paysage, d'aménagement d'espace public, comme des projets de territoire. Et on y a toujours gagné à élaborer ce diagnostic partagé en préalable. Tout à l'heure, en préambule, tu parlais du fait que vous aviez intégré un peu plus une sorte de matière ou de connaissances pour les filières dans votre nouvelle grille de programme. Pourquoi? Quel est cet intérêt des filières et de quelle manière vous les présentez en fait, ou vous pensez les présenter dans votre enseignement? Donc des filières agricoles, forestières. Oui, oui, oui. Alors, on va chercher à les présenter, ça on cherche encore à comment faire, mais on va chercher à les présenter du point de vue de l'action publique. On va pas, alors on va chercher des intervenants en capacité d'en présenter les fonctionnements généraux aux étudiants, mais nous, ce qui nous intéresse d'abord, c'est comment est-ce qu'on croise dans un projet de territoire les différentes dimensions de l'action. Donc les filières, on va
on va très concrètement les intégrer de ce point de vue, et je dirais peut-être d'abord dans les premières années, en procédant par l'exemple, en allant voir des territoires qui mobilisent la ressource bois, qui travaillent avec les bioénergies, des territoires engagés, on en a de plus en plus autour de chez nous sur une agriculture urbaine. Donc notre approche de l'enseignement, elle est d'abord, voilà, je dirais qu'elle est d'abord inductive, et on construit en faisant. Mais l'angle, ce sera celui-là, l'action pratique et ce qui s'est fait concrètement. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions, Ivan et Mathias? Est-ce que tu voudrais apporter des compléments de ton côté? Juste, j'étais assez fasciné par les outils méthodologiques qui étaient présentés, à la fois cartographiques, de saisie d'informations, justement les outils texte. Il y a une véritable méthode, peut-être qui évolue, en tout cas une inventivité de conception d'outils et de moyens qui sont aussi importants, il semblerait, que la conception propre d'un projet au sens d'un dessin de territoire, comme de sa mise en forme ou la réalisation d'un édifice. Je trouve ça assez fascinant. Est-ce qu'il y a effectivement une grille d'outils, enfin une somme d'outils vraiment spécifiques qui permettent justement de produire et d'atteindre des objectifs aussi utiles à la conception de la biorégion? Alors, on a plutôt la suggestion. Je pense qu'il faut garder cet aspect suggestif. Quand on s'intéresse à ce que produisent les Italiens en pratique, de notre point de vue français, ça paraît très techniciste et assez décalé finalement de ce que peuvent suggérer les concepts dans notre imaginaire. Donc, restons-en au concept, les amis, et cherchons à inventer avec. Je pense que voilà, c'est la meilleure manière, en plus, de rendre service à Alberto Maniaghi, qui lui est plutôt un inventeur. Merci beaucoup, Emmanuel. Peut-être si tu veux conclure en nous parlant éventuellement du projet de publication. Du projet de publication, donc avec Alberto Maniaghi, un ouvrage qui a une portée anthologique, qui cherche à rassembler une quinzaine de textes depuis les années 70-80, justement pour retracer ces interférences entre recherche, action et formation qu'on voit assez peu dans ces ouvrages, qui sont plutôt constitués eux-mêmes comme des manifestes pour l'action pratique. Donc à suivre, on cherche à lui donner un débouché proche, et en tout cas, je t'en informerai bien sûr, Florence. Merci beaucoup. Merci Emmanuel aussi d'avoir mis en ligne à disposition la bibliographie, donc qui est téléchargeable dans le chat. Donc voilà, et donc merci pour ces échanges très concentrés et en même temps extrêmement motivants, et qui contribuent à alimenter nos hypothèses et nos réflexions, et qui montrent aussi la nécessité d'échanges avec le futur Institut méditerranéen de la ville et des territoires de Marseille, où il va y avoir encore plus renforcer ces échanges entre urbanistes, paysagistes, mais pas que non plus localement, mais aussi à une échelle plus importante. Donc, merci beaucoup, Emmanuel, pour cette présentation, et avoir aussi eu la patience de répondre à toutes ces questions. Merci. Et donc, on se donne rendez-vous le 17 mai pour accueillir Bénédicte Grosjean, qui conclura notre série de rencontres et apportera à nouveau d'autres questions et d'autres réponses. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci.